Amis de la radio, bonjour. J'ai commencé à vous faire une petite série pour vous expliquer un petit peu ce petit récepteur AM qui permet d'écouter la fréquence aviation. Et alors, j'ai pas encore eu le temps de trop continuer de monter ce kit et de continuer en fait la série. Mais entre-temps, je me suis dit, il y a quand même un truc qui de toute façon manque un petit peu sur cet appareil-là. Ça va être de savoir facilement quelle fréquence on écoute. En effet, je rappelle que c'est grâce à ce potentiomètre ici qu'on va faire varier la tension aux bornes de la diode varicap à cet endroit-là, qui va permettre donc de faire varier la fréquence de l'oscillateur local, donc de choisir la fréquence que l'on veut écouter. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa quand même de faire un petit fréquence-mètre le plus simple possible, de façon à afficher la fréquence que l'on désire écouter. Et voilà, bon, je me suis mis ça dans la tête, et après quelques réflexions, je me suis fait un petit prototype que je vais vous montrer aujourd'hui, qui, à la limite de façon très simple, et pour, à mon avis, moins de 10 euros, permet d'avoir cette possibilité. Donc l'idée, ça sera de venir ici, probablement sur la broche 7, qui est la sortie de l'oscillateur interne du NE602, et de pouvoir mesurer la fréquence de l'oscillateur local à cet endroit-là. Je rappelle que la fréquence intermédiaire étant de 10,7 MHz, on le voit ici, l'oscillateur local variera de 120 à 150 MHz, et pour une fréquence reçue de 109.3 à 139.3, qui en gros est la bande que l'on vise à avoir. C'est le principe du changement de fréquence. Donc l'idée, c'est de mesurer la fréquence à cet endroit-là, et d'y enlever 10,7 MHz pour avoir la fréquence reçue. Alors, voyons un petit peu comment j'ai fait ça. Voilà ce que j'ai fait, et comment on va le voir tout à l'heure plus en détail. Donc j'ai utilisé un petit Arduino, un petit prescaler, un petit circuit que j'ai fabriqué, et on va voir qu'il est très très simple à faire. Et comme affichage, j'utilise ces petits modèles OLED, là qu'on trouve partout, et qui coûtent 3 francs 6 sous, et fonctionne très très bien. Et j'ai branché le tout sur mon Géné haute fréquence, qui va me permettre donc de générer les fréquences dont j'ai besoin pour tester. C'est-à-dire que pour l'instant, je vais simuler l'oscillateur local. Alors, on va brancher le biniou donc sur une alimentation. Allons-y gaiement. Donc là, ça démarre. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc là, j'ai laissé le petit splash screen à de la fruit. Et là, j'ai pas de signal à l'entrée. Alors on voit qu'il affiche une valeur qui paraît bizarre, là, de 1 JHz. Ça c'est assez propre à ce genre de petits prescalaires. Souvent quand il n'y a pas de signal à l'entrée, ils auto-oscillent sur une fréquence un peu aléatoire. Et c'est ce qui fait cette mesure complètement débile. D'ailleurs, on peut voir que si j'enlève le fil de l'entrée de l'Arduino, là j'ai la fréquence qu'on peut voir de 10 699 MHz, moins 10, 7, je rappelle qu'il faut que j'enlève la fréquence de l'oscillateur local, donc 0 Hz, moins 10,7 MHz, c'est pour ça qu'il affiche moins 6,99. Alors pourquoi il n'affiche pas 17? Parce que, comme on va le voir dans le programme, j'ai rajouté une petite correction de façon à compenser l'erreur de l'horloge de l'Arduino qui varie quand même relativement pas mal avec la température. On va même voir que là, moi j'ai fait ce programme hier soir, la température n'était pas la même, et que on va voir que là maintenant il est un petit peu moins bon qu'il était hier soir. On va voir que c'est de toute façon complètement utilisable. Alors là, ce que je vais faire, comme on peut le voir, je vais envoyer un signal de 110,7 MHz, et normalement il devrait m'afficher 100 MHz. Alors allons-y gaiement, je mets en route la sortie RF, et voilà, on peut voir que là, alors, ce qui m'affiche c'est quoi? Il m'affiche 99.996 MHz. Alors c'est là que c'est exactement ce que je disais, malheureusement, selon la température de la pièce, et peut-être de l'alimentation, enfin un certain nombre de paramètres, l'horloge du microcontrôleur n'est pas d'une super stabilité, ce qui fait qu'il y a une erreur de quelques kilohertz. Là on voit qu'il y a une erreur de 4 kHz. Mais bon, à la limite, de toute façon, comme on le verra, surtout sur la bande, la largeur de bande de ce petit récepteur là, c'est pas une erreur de quelques kilohertz qui va changer. Mais sinon, ça fonctionne bien. Donc là, par exemple, si maintenant j'augmente la fréquence, voilà, et je mets par exemple une fréquence de 120 MHz, comme on l'a vu, ce qui serait la bande basse
du système, bah là il m'affiche bien, enfin il devrait m'afficher 109.3, mais là bah, toujours j'ai ma petite erreur, hein, mais il m'affiche quand même, là on voit 109, et si je vais en haut de la bande, hein, comme je l'ai montré, donc à 150 MHz, il m'affiche bien ici le haut de la bande. Donc voilà, et on va voir que si même je fais varier des kilohertz, hein, il y a une erreur de décalage, comme j'ai dit, qui est due à l'imprécision du quartz de l'Arduino. Mais si là on voit que je varie par exemple de 1 kHz, on voit qu'ici ça varie bien. Voilà, là 4, 3, 2, 1. Voilà, j'ai bien quand même une résolution de 1 kHz. Hein, je rappelle que la résolution, c'est la valeur de la plus petite variation qu'on peut mesurer, et elle est bonne. Ce qui n'est pas bon sur cet appareil, c'est la justesse du fait, voilà, de l'imprécision. Alors, enfin, après, voilà, si on veut quelque chose de mieux, il faudrait sans doute, pourquoi pas utiliser une horloge externe, enfin faire quelque chose de plus précis. Maintenant, on va dire que pour faire ce qu'on veut faire là, je veux dire, je pense que c'est quand même pas mal. On revient à 110.7 MHz. Et bien, on voit que ça revient. Et là, on voit par exemple qu'il y a un peu moins d'erreurs. Hein, c'est-à-dire que là, il fait plus froid aujourd'hui dans mon lab qu'hier. Et voilà, je suis quasiment sûr qu'à la bonne température, il reviendrait bien. Enfin voilà. Donc en gros, il faut s'attendre à avoir une erreur de 4 ou 5 kHz sur l'affichage. Alors par contre, hein, le prescalaire, lui, il monte très haut. Hein. Si par exemple, là, je vais à 810.7 MHz, voilà, on voit que il est presque bon. Alors là, l'erreur est un peu plus forte, mais enfin voilà, il arrive quand même pas mal à avoir. Il monte assez haut en fréquence. Maintenant, pour l'utilisation avec ce petit récepteur, on n'en a rien à foutre, on ne montera jamais si haut. Donc voilà pour ce petit récepteur, hein, qui, comme on peut le voir, marche très bien. Alors pour info, sa sensibilité, là par exemple, hein, là j'ai une terminaison 50 ohms sur l'entrée, et il affiche un niveau de 400 millivolts. Voilà. Donc si on le baisse un peu, par exemple, là 300 millivolts, là on voit que ça fonctionne toujours. Là je suis à 0 millivolts, non bien sûr. Non, 1 millivolt ça marche pas. On va voir à quel moment ça accroche. Voilà, hop. Ouais, 8, 10 millivolts. Hein, 10 millivolts, hein, ce qui est quand même plutôt sympa. Moi, j'ai quand même bon espoir que ça fonctionne directement sur l'oscillateur local. Enfin, je pense qu'au niveau de l'amplitude, ça ira. Ce que je ne sais pas trop, c'est si ça va pas trop perturber l'oscillateur. Bon, enfin bon, on verra ça. Donc voilà, vous voyez ce petit fréquence-mètre hein, qui est très très simple à fabriquer. Alors regardons justement maintenant à la fois le hard et le soft associé. Regardons déjà la partie hardware hein, qui, comme on va le voir, est vraiment très très simple. Donc là j'ai utilisé un petit Arduino Nano, sachant qu'on peut très bien utiliser un Arduino Micro ou un Arduino Uno. Enfin, voilà, je veux dire, ça sera le même soft et ça marchera de la même façon. Donc pour l'affichage, j'ai utilisé, alors j'ai utilisé le symbole d'un afficheur 7 segments, on a vu que c'est pas du 7 segments. Enfin voilà, j'ai utilisé un petit module Adafruit 128 x 32 pixels, un petit module OLED, qui comme on l'a vu donne un affichage vraiment super lisible et vraiment sympa, qui s'alimente en 5 volts et est piloté par le bus I2C. Donc voilà, qui est généralement voilà sur les Arduino, il y a deux broches qui sont réservées pour l'horloge et le data. Et voilà, donc on peut voir que ça fait quand même très très peu de câblage. Alors pour la partie HF, le problème c'est que c'est pas possible avec un Arduino de mesurer des fréquences aussi élevées que 100 et quelques MHz. Donc là l'idée était d'utiliser ce qu'on appelle un prescalaire. En gros c'est une sorte de prédiviseur avec une entrée assez sensible. Et il y a plein de sortes de prescalaires qui divisent par différentes valeurs, sachant que là je me suis rabattu sur ce circuit
hein, qu'on trouve vraiment très facilement. Je crois que j'en ai eu 10 pour quelques euros. Il est très facile à trouver. En même temps, on le trouve encore en passe CMS, ce qui est plus facile, on va dire, pour bricoler avec. Et c'est un petit circuit, hein, le SAP 6456, bon, en gros, qui est très très simple. Hein. Il possède une entrée différentielle pour la HF. Il s'alimente en 5 volts entre la broche 4 et 8, hein, quelque chose de très classique. Et il a aussi une sortie différentielle, qui par contre n'est pas à un niveau suffisant pour pouvoir piloter directement une entrée logique. On va voir que c'est pour ça qu'il y a ici ce petit transistor adaptateur. Et c'est un circuit qui peut diviser par 64 ou 256. Et le choix de la division se fait soit en laissant l'entrée ici 5 en l'air. Si elle est en l'air, elle divise par 64. Si on la met à la masse, par 256. Donc là, j'ai choisi d'avoir un rapport de division assez important. Donc je l'ai mis à la masse. Alors l'entrée ici, qui est normalement différentielle, je l'ai mis sous forme non différentielle. Hein, voilà, c'est vraiment très très classique. On retrouve ça dans son schéma d'application. Donc là, on viendra prendre l'entrée ici. Et via ce condensateur là de 1,5 nano, sachant que l'autre, d'un point de vue HF, est à la masse à cet endroit-là. Sur les sorties symétriques, donc on n'utilise qu'une. On pourrait très bien utiliser la 7 ou la 6, ça ne change rien. Et là, on a ce petit étage transistor en émetteur commun, avec ce système de polarisation automatique dont je vous ai parlé, et qui, voilà, via le condensateur ici, est piloté, et donne là un signal. Je l'ai regardé à l'oscilloscope, il est très très propre, ça fait vraiment un signal quasiment entre la masse et presque 5 volts, et qui est bien suffisant pour attaquer l'entrée ici logique, sachant que, comme on va le voir, la petite librairie qui gère la fréquence mètre sur Arduino impose l'entrée D5. Donc, j'ai utilisé D5, tout simplement. Donc voilà, ici, bien sûr, un petit filtrage fait pas de mal pour la HF, ici, avec cette self, qui n'est pas critique du tout. Et pareil, conforme à mon habitude, j'ai mis ici un petit TVS pour éviter les conneries, et un petit filtrage, là, qui fait ça. Donc voilà, le truc s'alimente en 5 volts, ça sera très facile avec un régulateur d'aller prendre ça sur la ligne du récepteur, et de l'intégrer si on désire faire ça à poste. Donc voilà pour le hardware, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Bon, après, comme tout ce qui est HF, il faudra câbler au plus simple. Alors ce que je ne sais pas, et que j'ai pas encore fait, vu que j'ai pas encore monté complètement le kit du récepteur, c'est est-ce que le fait de brancher ça sur la sortie donc de l'oscillateur de NE612, est-ce que ça aurait assez de niveau? Et aussi, est-ce que au niveau de l'impédance et tout, ça va pas trop lui tirer sur la gueule ou faire des bêtises? Donc, en fait, ça va être très simple. Quand je vais remonter le kit, je vais essayer de le faire. Soit ça marche, et puis ça sera simple. Sinon, il faudra peut-être envisager un petit adaptateur, un petit transistor probablement avec un MOSFET, un double gris, un truc comme ça, qui fera l'adaptation d'impédance. Je vous montrerai ça. Donc voilà, comme on l'a vu pour un hardware très simple, sachant que en même temps, pareil, rien ne vous empêche d'utiliser là pour l'affichage autre chose. Si vous avez autre chose sous la main, on peut réutiliser les afficheurs 7 segments, on pourrait utiliser le port série, puis balancer ça sur un PC, un Nextion, enfin on peut utiliser à peu près tout ce qu'on veut. Alors regardons maintenant le soft. Donc voilà, l'idée c'était aussi de faire le soft le plus simple possible, et voilà, en même temps, voilà, il n'y avait vraiment pas de valeur ajoutée à réinventer la roue, donc j'ai bien sûr utilisé au mieux les librairies disponibles. Et on va voir que j'en ai utilisé deux, celle d'Adafruit, voilà, qui permet de piloter ces petits afficheurs OLED, et sinon une qui s'appelle FreqCount, qui permet d'utiliser un Arduino comme fréquence mètre. Donc voilà, c'est le truc classique en commentaire. Voilà, j'explique bien que c'est fait pour mesurer une fréquence qui est décalée de 10,7 MHz vers le haut sur l'oscillateur local. Maintenant, vous verrez que c'est très très simple. Si vous voulez utiliser ce système-là sur un autre système où la fréquence est décalée vers le bas, ou avec une IF de différente, par exemple de 455 kHz ou autre, c'est très très facile à modifier. Et là, j'indique que donc la fréquence de l'oscillateur local doit être divisée par 256 et amenée sur la pin 5, comme on l'a vu au niveau du hard.
Donc là, bah, c'est pareil, hein, comme d'habitude, je mets ça en open source, donc avec, voilà, bon, voilà, c'est tous les trucs de licence qui vont bien. La release history, bah, de toute façon, ça a été vite fait. Il n'y a pas eu d'autres versions que la 1.0. Et alors là, j'ai rajouté ça, hein, bah, pareil, parce que voilà, la bibliothèque, hein, c'est toujours pareil. Moi, je suis assez respectueux généralement des licences. Ils demandent de mettre ce texte-là dans les sources si on le redistribue et de laisser le splash screen. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, include wir.h Adafruit, donc ça en fait c'est l'include des bibliothèques. Wire c'est pour piloter, si je me rappelle bien, l'I2C et les deux autres donc qui sont des bibliothèques GFX, voilà, c'est un truc graphique généraliste. Et là c'est le driver pour le circuit spécifique OLED que j'ai utilisé. Là c'est les constantes qui définissent la taille de l'écran, hein. On peut utiliser cette librairie, hein, je l'ai déjà fait avec d'autres tailles d'écran. Donc là voilà, bon ça c'est pareil, hein, j'ai fait du copier-coller, là ça réexplique comment il faut connecter les sorties. Alors apparemment, il peut y avoir une broche de reset. Moi sur mon modèle, il n'y a pas de reset, il y a que les 4 broches, hein, 2 Alim et SCL, SDA. Donc bah, moi je l'ai pas utilisé, voilà. Et ici, bah, selon les modèles, ça explique hein, l'adresse I2C, donc voilà. Et là, nous avons l'inclusion de la librairie, donc FreqCount, qui est quelque chose de très très simple, hein, qui permet de faire un fréquence mètre. Alors ça, je vais en revenir à ça. C'est une petite valeur que j'ai rajoutée de façon à corriger. Je rappelle que les quartz hein, qui sont utilisés dans le microcontrôleur, souvent ils ne sont pas une super justesse. Alors déjà, ils ne sont pas une super stabilité. Donc ça va varier avec le temps et la température, mais bon voilà, d'un autre côté on n'attend pas non plus quelque chose de phénoménal, mais en même temps c'est pas non plus très très précis, ce qui fait que pour un fréquence mètre, bah, comme c'est l'horloge interne du microcontrôleur qui va servir de base de temps, c'est pas forcément bon. Donc là comme j'ai un générateur, on l'a vu, qui est plutôt bien étalonné, j'ai rajouté un petit facteur de correction. Alors bien sûr, si vous faites ce programme, ce facteur de correction là, il sera sans doute pas bon pour votre modèle à vous. Donc, bah, soit vous mettez 0 si vous savez pas, et puis bah, vous aurez une erreur de quelques kilohertz sur l'affichage, soit vous avez quelque chose pour l'étalonner. Là, il y a une variable globale qui s'appelle display, voilà, de type Adafruit SDD 1306. Initialise comme ça, hein, ça c'est le constructeur de l'objet, en lui passant la taille de l'écran, l'interface utilisée et bah, la broche pour le reset, sachant que chez moi, donc, elle n'est pas utilisée. Donc au niveau du setup, comment ça se passe? J'utilise la petite LED built-in, comme on l'a vu, qui est sur toutes les cartes Arduino, soit pour éventuellement afficher une erreur s'il y en avait une, ou sinon, bah, on l'a vu, je donne un petit pulse à chaque mesure. Donc, bah, bien sûr, je programme la broche en sortie. Et ici, il faut à l'initialisation, donc appeler le display.begin avec voilà, différentes constantes et l'adresse de l'écran. Donc là, c'est ce que je fais. En gros, ça initialise l'écran. Et si jamais ça rendait une erreur, c'est-à-dire que ça rend une valeur qui n'est pas 0, et ben ce que je fais, c'est que pour toujours, je ferai clignoter avec, voilà, on le voit ici, là, deux petits pulses, la LED. Hein, ce qui fait que si jamais ça démarre et que bah, j'ai ces petits pulses, bah, ça me permettrait de voir tout de suite que bah, il y a eu un bug, que le display ne s'est pas correctement initialisé. Bon, après, ça m'est jamais arrivé. Il a toujours bien marché, donc enfin voilà. On va dire ça, c'est du code de debug. On n'est pas obligé de le mettre, ou on peut mettre un mot sur le port série. Ensuite, bah, fiche le splash screen de l'Adafruit. Bon, à la limite, pourquoi pas. Je veux dire, ça coûte rien et ça permet de tester. En gros, quand il s'initialise le biniou, il a directement en mémoire d'écran, bon, en fait, voilà, le petit écran Adafruit qu'on a vu de démarrage. Bon, si ça vous plaît pas, vous pouvez mettre autre chose, hein, on fait ce qu'on veut. Donc là, je rappelle que sur cet affichage-là, en fait, on fabrique l'affichage, on va dire en mémoire, et il faut appeler la méthode display pour le rendre visible. Donc là, bah, j'affiche ce qui est en mémoire, donc le splash screen, j'attends 2 secondes, j'efface l'affichage, et j'initialise le fréquence mètre avec une durée de gate de 1000, c'est-à-dire d'une seconde. Mesure-moi avec en gros une période d'une seconde la fréquence. Donc voilà pour l'initialisation. On voit que c'est super simple. Et la boucle principale. Donc en fait, FreqCount, il a cette méthode qui s'appelle available,
qui dit si à un moment donné la mesure est disponible, donc FreqCount est vrai, eh ben on peut la lire avec la méthode read. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, je regarde est-ce qu'il y a une valeur lisible. Je mets la petite LED interne à 1 pour qu'elle s'allume. Je récupère la valeur de la fréquence qui est lue. Donc je rappelle que cette fréquence-là, donc c'est la fréquence de l'entrée, enfin de l'oscillateur local, divisé par 256. Donc ici, je fais une correction, à savoir, je lui enlève cette valeur-là qui est 10,7 MHz divisé par 256. Donc ça veut dire que je ramène bien la valeur, je veux dire, la fréquence reçue. Donc ça, c'est l'offset. C'est cette valeur-là qu'il faudrait changer si on avait une fréquence intermédiaire différente. Et je le divise par cette valeur-là plus ma fameuse correction. Alors en fait, ça, si on regarde bien, c'est en gros, je devrais faire en fait cette valeur-là fois 256 divisé par 1 million, vu que je veux afficher des mégahertz. Mais voilà, bon, j'ai fait le calcul directement, ça permet éventuellement d'éviter des pertes d'arrondi. C'est grâce à ça que maintenant, dans ma valeur floating FREC, j'ai la valeur réelle en mégahertz. Donc avec la correction de la fréquence intermédiaire, donc c'est bien la fréquence reçue. Chaque fois, donc j'efface l'affichage. Là, je choisis la taille de texte la plus petite, je me mets en blanc, je me mets au début, j'affiche Syrup Frequency Meter. Là, c'est pareil, vous pouvez afficher ce que vous voulez. Je saute une ligne, je me mets en taille 2, j'affiche la fréquence avec 3 décimales, je rajoute mégahertz et j'affiche le truc. Voilà. C'est aussi simple que ce truc-là. Et derrière, j'éteins ma LED, j'attends 100 millisecondes et je redémarre ça donc en permanence. Et après, là, je suis dans la boucle loop, donc voilà, il fait ça en permanence. Et puis voilà, comme on peut voir, ce programme, c'est difficile de faire plus simple. Vraiment, c'est d'une simplicité biblique. Alors si on regarde, il utilise 50% de la mémoire de programme, 15 406 octets. Alors bien sûr, c'est pas le code que j'ai écrit qui est si gros que ça, mais bien sûr, il a embarqué toutes les librairies de fréquences, ça. Bon, enfin bon, à la limite, il reste encore de la place si on voulait faire autre chose. Et on voit qu'au niveau des variables, il utilise que 18% à 376 octets. Et là, il y a vraiment de la place pour garder autre chose. Donc voilà pour la description de ce petit fréquence-mètre, bon, qui n'est pas super précis, comme on l'a vu, qui casse pas des briques, et qui aura quand même l'avantage, je veux dire, même si c'est à quelques kilohertz près, savoir la fréquence qu'on est en train d'écouter, ce qui, pour moi, apportera quand même un sacré confort à ce petit poste ou à d'autres, comme on l'a vu, c'était facile à adapter. Tout ça, pour moi, c'est de l'open source, donc c'est-à-dire que je mettrai à la fois le source et le schéma sur mon repo GitHub. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez regarder, vous amuser, fabriquer, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Intéressant de voir que finalement, il m'a fallu quoi pour faire ça. Enfin, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de câbler sur un bout de Syrup Board le Binium. Enfin voilà, en gros, en 1 heure de temps, je me suis fait un petit fréquence mètre comme ça, qui marche très bien. Pour info, il y a que ça... plus de 20, 25 ou 30 ans, j'avais fait exactement la même chose pour un autre récepteur de radio. Et j'avais fait ça à l'époque avec des circuits de la série 4000, si je me souviens bien. Ça le faisait aussi, mais voilà, il avait fait les D4, tous les diviseurs, les machins, le fréquence-mètre. Ça avait quand même pris beaucoup plus de temps, et le résultat était beaucoup plus gros, consommait, bon, ça consommait pas énormément plus, parce que c'était du CMOS, mais enfin voilà. C'était quand même autre chose, et c'est assez merveilleux quand même de se rendre compte que maintenant, surtout grâce à ces pléthores de librairies qu'on trouve là, out of the box, comment, avec vraiment quelques lignes de code et en faisant 2-3 recherches sur internet, on arrive à se faire des petits trucs comme ça, vraiment vite fait sur le gaz. Je sais pas si les jeunes se rendent compte de la chance qu'ils ont quelque part quand même d'avoir tout ça à disposition. De notre temps, c'était quand même un petit peu plus difficile. Bon, après, voilà, je vais pas jouer au vieux con. C'est une mine de mon temps, Au contraire, je veux dire, voilà, c'est l'évolution. Bon, à part ça, je m'étais donné comme but pour mes vacances de travailler sur CP 0109, ce que je n'ai absolument pas fait pour l'instant. I am the king of the procrastinator. Alors, j'ai pas dit que j'allais pas le faire, mais bon, j'ai eu des trucs que j'ai eu à réparer, il a fallu que je fasse ça, puis ça, je sais pas, ça me passait par la tête,
j'ai eu envie de faire ça. Après tout, je rappelle que dans mon cas, l'électronique est un hobby et doit rester un plaisir. Donc si à un moment donné, faut se forcer pour faire des trucs, c'est pas rigolo. Tiens, salut Maurice, ça va Maurice? Tu vas me poser une question, c'est quoi ta question? Dans la famille Dupont de Ligonnès, tu voudrais la fille Pioche. Oui, je sais, c'est un peu de l'humour noir, mais j'adore ça. Bon, allez là-dessus, j'espère continuer justement, dès que j'aurai un peu de temps, à monter ce petit kit de récepteur radio, là, déjà pour faire d'autres mesures dessus, hein, comme je vous l'avais promis. Et puis on essaiera d'y brancher ce petit fréquence mètre pour voir que justement on pourra beaucoup plus facilement le syntoniser. Là-dessus, qu'Arduino le magnifique vous fasse de belles petites applications et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.